Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin pour cette masterclass qui sera entièrement consacrée à l'éditeur de bande dessinée européen, Rutsev. Vous l'aurez sans doute remarqué depuis plusieurs années, voire quand même quelques décennies maintenant, la bande dessinée, les romans graphiques et peut-être plus récemment les mangas prennent une place de plus en plus importante dans les habitudes littéraires des lecteurs. Et loin d'être considéré comme un art, une forme de littérature mineure, la bande dessinée, celui qu'on appelle quand même le neuvième art, mérite amplement ses lettres de noblesse. On constate d'ailleurs la place grandissante que prennent l'étude et l'analyse des bandes dessinées dans les programmes scolaires et pas seulement qu'au collège ou à l'université. On les retrouve très souvent dans les programmes des écoles secondaires et peut-être même primaires. Pour bien des jeunes lecteurs, en fait, la bande dessinée est une porte d'entrée vers la littérature, un moyen d'appréhender les mots et les histoires avec et à travers les images. Et c'est entre autres une des raisons pour laquelle cette masterclass nous semblait si pertinente. Depuis plus de 10 ans maintenant, et selon son directeur général Louis Delas, la formidable équipe des éditions Rutsev a eu à cœur de respecter sa promesse initiale, c'est-à-dire donner vie aux plus belles des histoires et mettre en lumière de la meilleure façon possible celles et ceux qui les écrivent, des plus prestigieux aux plus prometteurs. En cultivant une personnalité singulière depuis ses débuts, Rutsev a su développer un catalogue jeunesse riche et varié, une production maîtrisée avec un soin d'orfèvre apporté à chacune de ses parutions. Par ce souci d'exigence, de qualité et d'originalité, les œuvres des éditions Rutsev se sont démarquées à travers le monde et bien entendu ici au Québec. Seulement au cours des 4 dernières années, et seulement pour leur publication jeunesse, Rutsev a remporté pas moins de 5 prix consacrés à la bande dessinée. En 2024, ce sont les œuvres de Léonie Bischoff et Kathleen Carr, La longue marche des dindes, et la BD de Faith Erin Hick, L'échappée belle, qui ont remporté respectivement le prix des libraires jeunesse du Québec et le BD-Lys Jeunesse, un prix qui est remis au Festival BD de Montréal. Et récemment, nous avons appris que 2 autres œuvres publiées chez Rutsev se sont taillées une place sur la liste préliminaire du prix des libraires jeunesse pour l'édition 2025. Le voyage d'Ourselune, un manga signé O de la toute nouvelle collection Le Renard doré, et Jusqu'ici tout va bien, une adaptation du roman jeunesse de Gary Schmidt publié à l'École des loisirs par Nicolas Pitts. Mais avant de plonger plus en profondeur dans l'histoire et le catalogue jeunesse de Rutsev, j'aimerais vous présenter celle qui a accepté avec beaucoup d'enthousiasme, je dois dire, de m'accompagner au cours de la prochaine heure et de vous guider dans la découverte de sa maison d'édition. Je vous présente Charlotte Mundlik, directrice artistique et éditrice jeunesse chez Rutsev. Bonjour Charlotte. Bonjour Marlène, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Bon, très ben, bien. super. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation et puis cette présentation. J'en rougis. J'en rougis en écoutant tous ces compliments, l'orfèvre, le catalogue magnifique. C'est un travail de 10 années, même bientôt 11. Ben oui. Et on est ravis de l'accueil reçu par nos albums au Québec, bien sûr. Écoute, Charlotte, pour commencer, en fait, je pense que ce serait intéressant que tu nous parles peut-être un petit peu de ton parcours, de ton arrivée chez Rutsev et surtout du rôle que tu y joues, en fait, en tant que directrice artistique et éditrice jeunesse. Alors, c'est un rôle assez singulier qui existe assez peu. Puisqu'en fait, au départ, moi, j'ai une formation de graphiste, donc j'ai démarré en 1990 dans la presse jeune, toujours en jeunesse, chez Bayard, chez Pomme d'Api. J'étais maquettiste à la photocopieuse, on n'avait même pas d'ordinateur à l'époque, donc on se faisait au crayon de couleur et avec du scotch. Et puis, j'ai tout appris chez Bayard parce que j'avais pas vraiment de formation, enfin des bases. Et donc après, je suis passée dans plusieurs titres et le dernier poste que j'avais chez Bayard, c'était la direction artistique du magazine Je Bouquine, où là j'ai commencé à faire un petit peu de bande dessinée, mais
sur l'image à la direction artistique, et puis les romans de littérature pour les adolescents. Après ça, j'ai été pendant 10 années directrice artistique de Flammarion Jeunesse Père Castor, où là, je travaillais sur l'image. J'ai développé en parallèle une activité d'autrice en littérature jeunesse. Euh, et Louis Delas dirigeait le pôle BD Images chez Flammarion, donc Casterman, Autrement Jeunesse et Flammarion Jeunesse. Et quand il a pris la succession de son père, Jean Delas, à la tête de l'école des loisirs, sa passion pour la bande dessinée, il l'a embarqué avec lui et il a eu à cœur de développer ce catalogue, sachant qu'il souhaitait faire un catalogue qui soit jeunesse, ado-adulte et tout public. Et donc, nous sommes arrivés à 4 dans l'équipe éditoriale. Et puis, on est parti d'une feuille blanche, sachant que moi, je n'étais pas éditrice. Donc, il m'a dit, bah, on va t'apprendre. Et donc, il m'a poussé dans le grand bain. Et c'était il y a 11 ans. Et donc, on a commencé comme ça cette aventure de Rue de Sèvres, une aventure incroyable, puisque au final, je pense que assez peu de gens dans la profession d'éditeur peuvent se prévaloir d'avoir été à la naissance d'un catalogue et d'une maison. Écoute, ce catalogue-là, en fait, a été, comme tu disais, fondé il y a maintenant presque 11 ans, donc en 2013. En 2013. Et en 2013, et vous faites partie du grand groupe de l'École des loisirs. Tout à Euh, fait. Peux-tu nous raconter un petit peu justement ces premières années là, à 4, cette naissance-là de la Maison Rue de Sèvres, comment le catalogue s'est développé tranquillement? Alors, on est parti d'une page blanche, puisque quand on est arrivé, les murs sentaient la peinture, les placards étaient vides. On a eu une chance inouïe d'avoir un parrain exceptionnel en la personne de Zep, pas la période, en la personne de Zep, dont vous voyez là en bas à gauche de l'écran. Une histoire d'homme, enfin à votre droite, je pense plutôt. Zep, à ce moment-là, réfléchissait à creuser un nouveau sillon dans son œuvre, à sortir un petit peu de l'humour, enfin en tout cas pas à sortir puisqu'il y est toujours, hein, mais à vraiment en parallèle à développer cette activité-là de choses plus réalistes, plus intimes, de récits plus personnels. Et il a rencontré Nadia Gibert, qui est éditrice sur les albums adultes, responsable éditoriale des albums adultes ici chez Rue de Sèvres. Et avec Louis, ils lui ont parlé de cette possibilité de venir lancer Rue de Sèvres, en fait. Et il a été courageux, audacieux. Et vraiment, on le remercie encore parce que ça a été vraiment un parrain inouï. Il a été là dès le début, il a soutenu la maison. Et dans les 3 premiers albums qu'on a lancés, ça donnait quand même un petit peu la veine. Soledad Bravi, qui est une autrice de l'École des loisirs et qui avait une planche de bande dessinée hebdomadaire dans le magazine Elle, nous a confié son recueil. Et Zita, la fille de l'espace de Ben Hatke, qu'on ne présente plus. Pareil, on a eu la chance à ce moment-là de rencontrer l'équipe éditoriale de First Second, avec lesquelles on a énormément collaboré et on continue à collaborer ensemble et beaucoup sur la jeunesse. Et donc, ce sont les 3 premiers albums qui ont été lancés, bientôt rejoints par Le Château des Étoiles. Vous connaissez cette série qu'on ne présente plus et qui est vraiment un fleuron de notre catalogue. Et puis, les adaptations des romans de l'École des loisirs, mais nous en parlerons un peu plus tard. Un peu plus tard. Écoute, on parlait justement un peu plus tôt de créativité, d'originalité, de rigueur. Dis-moi, à partir de ces 3 premiers, de ces 3 premières bandes dessinées-là et dans la suite, quelles sont les principales orientations artistiques chez Rue de Sèvres? Un petit peu comme la politique éditoriale. Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir une œuvre plutôt qu'une autre ou un dessinateur plutôt qu'un autre? Alors, dès le départ, notre leitmotiv, notre volonté était, quoi qu'il arrive, un auteur au cœur du projet. Ça paraît comme ça logique, mais ça n'est pas tant que ça, puisque de fait, on s'est dit qu'on ne ferait pas de collection, on ferait comment dire, des gammes, des lignes, mais pas de collection dans lesquelles il aurait fallu faire rentrer au chausse-pied des titres qui cohabitent plus ou moins bien les uns avec les autres. C'est un petit peu toujours le carcan. Donc graphiquement, dès qu'on donne un carcan en termes de format, de typo, on revient vite à avoir une obligation d'abreuver les collections et donc voilà, de faire cohabiter des albums qui n'ont pas toujours par essence vocation à vivre les uns à côté des autres. Donc on s'est cantonné à un nombre de formats limité. Curieusement, vous verrez, par exemple, Au revoir là-haut, c'est le même format que Quatre sœurs, mais l'un des deux est broché
donc souple, l'autre est cartonné, donc rigide. Donc, on ne pense pas que c'est forcément le même format. On a très vite apposé un logo qui pouvait être jeunesse et adulte, et puis ce petit carré qui vient faire la marque dans les rayonnages des librairies. Donc assez peu de format, assez peu de papier, très peu de chartes graphiques, à part sur les séries un peu longues de type Le Château des Étoiles, vous voyez là, Les Spectaculaires ou Astrid Bromure, qui sont des séries qui continuent toujours à exister. Donc là, ça faisait sens de les charter un peu plus, en tout cas de leur donner une ligne graphique un peu plus figée, mais parce que c'était des séries. Mais en tout cas, ce ne sont pas des collections. Pas des collections. Donc, on y va un peu plus dans les œuvres uniques, dans cette liberté, en fait, que vous donnez à vos auteurs et vos illustrateurs. Euh, Écoute, vous avez fêté vos 10 ans l'année dernière. Comment, dans cette dans cette fluctuance-là du milieu de la bande dessinée, Rue de Sèvres se renouvelle peut-être et envisage le futur? Bah, alors en fait, on a toujours eu à cœur de développer peu de titres, avec une voilure à 50 nouveautés par an maximum, qu'on n'a pas atteint au début, évidemment, puisque comme vous l'avez vu en 2013, on n'en avait que 3, et puis petit à petit. Mais en tout cas, on a vocation à pas développer davantage, sachant que depuis, nous avons le label 619 qui nous a rejoints, et puis plus récemment, le Renard Doré qui a été créé. L'idée étant que c'était des valeurs ajoutées sur des registres que nous n'étions pas en capacité de développer nous-mêmes, puisque ce n'était pas notre ADN maison. Donc on est allé chercher la crème de la crème, à savoir une bande dessinée urbaine et contemporaine avec le label 619, qui va chercher des auteurs que nous auxquels on n'avait pas forcément accès et puis qu'on ne connaissait pas, et puis une culture qui n'est pas la nôtre, parce que en termes de génération, de culture, forcément, on n'est pas du même siècle, quoi. Et puis sur le Renard Doré, eh bien, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais pareil, la réflexion a été la même, c'est-à-dire, est-ce qu'on va sur le manga? Est-ce qu'on n'y va pas? Comment on fait ça? Et on est allé chercher des spécialistes qui travaillent avec nous, donc qui viennent cheminer à nos côtés dans une indépendance éditoriale, mais intégrée à l'équipe, donc avec pareil, une même sélectivité, une même qualité narrative et graphique, sachant qu'à chaque fois, un auteur ou deux auteurs, hein, enfin, mais ce sont les auteurs qui sont au cœur du projet. On parle le noyau central, le cœur qui vibre dans chacun et qui bat dans chacun de ces albums. C'est la patte d'un auteur, c'est l'envie d'un auteur, une histoire qu'il a envie de raconter, dont il nous parle, et nous, on l'accompagne jusqu'à ce que le livre, l'album existe. Mais voilà, il y a toujours une histoire très solide au départ. On a toujours favorisé et beaucoup travaillé le scénario. On a d'ailleurs au début lancé des journées du scénario où on n'invitait que des scénaristes et on faisait des séminaires de réflexion qui n'avaient pas vocation à signer des contrats ni rien, mais vraiment à discuter histoire, scénario, structure. J'ai moi-même suivi une formation à la FEMIS, qui est une école de cinéma, mais sur le scénario, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je n'avais pas de formation d'éditrice, et donc pour me muscler un peu de ce côté-là, je me suis formée, alors au contact des auteurs certes, mais aussi du coup dans cette école de cinéma pour acquérir les outils et les connaissances en ce qui concerne le scénario. Pour l'image, j'étais plus à l'aise parce que forcément, moi, je venais vraiment de l'image. Mais mon expérience en littérature de jeunesse et en album jeunesse fait que des auteurs qui n'étaient pas sur la bande dessinée, de type Magali Lehuche, Thomas Bass, qu'on voit là-haut sur Les Lettres d'amour, sont venus très volontiers participer à cette aventure de Rue de Sèvres. Et pareil, des auteurs qui n'avaient jamais, des auteurs de bande dessinée prestigieux, Léonie ou Cyril Pomès sur Moon ou La Longue Marche des Dindes, sont venus pour la première fois s'essayer à la jeunesse et y ont pris et ont retrouvé une saveur de leur enfance et un plaisir inouï dont ils n'ont pas cessé de parler tout du long de la conception des albums. Et justement, en fait, cette richesse-là, cette variété-là, ça fait un catalogue qui est très riche sur votre site Internet, d'ailleurs par ailleurs magnifique. On peut vraiment explorer votre catalogue là, de plusieurs façons différentes. Donc, d'abord, peut-être par les tranches d'âge. Donc, on peut chercher par la jeunesse, le young adult, l'adulte, le tout public.
On peut aussi explorer à travers des thèmes qui sont très précis et très chers, en fait, à Rue de Sèvres, les aventures et les grands destins, l'imaginaire et le fantastique, les récits plus intimistes, les polars, l'humour, même la psychologie. Puis enfin, on peut chercher les titres, justement, comme vous le voyez à l'écran, à travers des divers univers qui ont été créés par Rue de Sèvres. Peux-tu justement nous dire peut-être un petit peu plus ce qui distingue chacun de ces univers-là et quelle est la place de la bande dessinée jeunesse dans ces univers? Alors, la bande dessinée jeunesse a sa part, évidemment, à part entière. Avec l'arrivée du manga, je pense que... on en parlait hier parce que j'ai posé la question aux membres de l'équipe. En fait, on ne s'impose aucun rythme de parution en termes de jeunesse, adulte, mais au final, je pense que maintenant, avec l'arrivée du renard doré, c'est à peu près 30%, c'est un tiers du catalogue qui est consacré à la bande dessinée jeunesse. Mais ça n'a jamais été volontariste, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais dit il faut qu'un tiers ce soit de la BD jeunesse. En fait, il y a des années où il y a eu plus de titres que 30%, des années où il y en a eu moins, mais en fait, parce que c'est de grandes sélectivités qu'on a sur chacun des titres, elles s'appliquent évidemment à la jeunesse. Donc, il fallait qu'on ait des bons titres pour ça. En jeunesse, il y avait un terrain sur lequel on m'a lancé tout de suite quand je suis arrivée ici, qui étaient les adaptations des romans de l'école des loisirs, sachant que le deal était très clair au départ, à savoir que je ne voulais pas connaître les chiffres de vente pour ne pas avoir à me contraindre à aller chercher des grands succès, puisqu'en fait, un roman qui a un grand succès ne fera pas forcément une bande dessinée qui sera adaptable. Donc, j'y suis allée vraiment, là où mon cœur me portait, avec un certain nombre de règles qui régissent l'adaptation, à savoir une vraie histoire, pas trop de personnages, pas trop de pages, quelque chose qui se tienne, une histoire qui, une fois qu'on a enlevé le sel et la littérarité de l'auteur, garde un récit qui se tient pour donner toute la place à celui qui viendra l'adapter et qui recrée une œuvre à partir de l'œuvre originale. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on enlève l'écriture littéraire et il ne reste pas une structure suffisamment costaude pour faire une bande dessinée. Sur les différents registres, on ne s'est interdit aucun registre. On ne s'est pas dit on fera pas de science-fiction, on fera pas de réflexion, alors notamment la philo ou les grandes pensées, mais on ne fait pas du documentaire. C'est-à-dire que même dans la philo ou dans les grandes pensées, il y a toujours une fiction, une manière narrative d'amener les choses. Et encore une fois, ce sont des auteurs qui s'en emparent. Ils s'emparent des préceptes philosophiques et ils viennent les re-raconter. Ils donnent leur vision des choses à partir de scénarios très solides. On voit assez bien là que sur les univers, bah, ça me semble assez clair. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais que je précise? Parce que quand on voit là, il me semble Non, qu'on pas du tout. a En fait, on a un panel assez représentatif de ce qu'est notre catalogue. c'est effectivement assez clair. Puis bon, comme on souhaite quand même se diriger tranquillement plus en profondeur, en fait, sur vos parutions jeunesse, ben, allons-y, allons dans cette section-là. Quand on s'est rencontrés la première fois, écoute, je pense que c'était au tout début de l'été pour parler de faire cette masterclass-là. Quand tu me parlais en fait de votre façon justement d'aborder ce catalogue jeunesse-là, que je trouvais quand même très, très intéressante et j'aimerais que tu nous en parles ici. Euh, tu- Vous avez en fait trois façons différentes, trois façons de travailler, d'aborder le catalogue jeunesse, donc par les créations, les traductions et les adaptations. Peux-tu nous en dire un peu plus là, sur chacun de ces trois volets-là? Alors sur les créations, on est pas mal sur des séries. Bah voilà, nous y voilà. Voilà. Fabrice Parme, je le connaissais depuis longtemps pour avoir travaillé avec lui en illustration pure, mais je connaissais son travail de bande dessinée que j'adorais, Le Roi Catastrophe, La Famille Pirate, j'en passe et des meilleurs. Et très vite, il est venu me parler d'Astrid Bromure, qui est une héroïne qui
porte au fond de lui depuis son enfance, je pense, puisque de fait, elle raconte beaucoup de choses très intimes. C'est une petite fille facétieuse, qui est très drôle, qui a un univers et un imaginaire extrêmement riche. Elle est assez solitaire puisqu'elle est fille unique, élevée dans un hôtel particulier qui pourrait être à Chicago. On ne sait pas trop d'ailleurs. C'est indéfini. Elle vit avec ses animaux auxquels elle arrive à parler. Et puis tout cet univers s'est développé, ces fantômes, le monstre du Loch Ness, le Yeti. Et c'est une série qu'on continue à développer avec joie, avec Fabrice, où il est vraiment alors, à la manœuvre sur le scénario, sur le dessin. Et puis, il a une coloriste qui travaille avec lui, mais avec laquelle il travaille vraiment en duo. Et il est extrêmement perfectionniste. Donc, chaque synopsis donne lieu à une dizaine de développements storyboardés, recréés, redessinés avant qu'il parte sur l'ancrage définitif. Mais c'était important pour nous, dans les créations de séries jeunesse, d'avoir des épisodes autoconclusifs. À chaque fois, chaque aventure d'Astrid peut se lire indépendamment l'une de l'autre. Il y a des références aux autres, mais qui ne sont pas déterminantes dans la compréhension du récit. Et chaque histoire se clôt sur une aventure singulière et unique. Et puis après, voilà, les personnages reviennent, bien sûr, parce que cet univers est foisonnant et très, très riche. Et puis, il y a des personnages qu'on est tellement content de retrouver que moi, parfois, je dis, mais on ne pourrait pas faire revenir Mademoiselle Popiskov et tout ça. Et puis, voilà, bah, ça fait 10 ans maintenant qu'on vit avec Astrid à nos côtés et on ne se passe pas de ses aventures. Mais voilà, ça, c'est de la création pure, à savoir, elle ne vient pas d'un univers préexistant en littérature. Il y a d'autres séries, justement, là, Aliénor Alors, Mandragore. Aliénor, en plus, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au final, pour une fois, on a fait le chemin inverse, à savoir que la série en bande dessinée a été créée au départ chez Rutshèvre, et maintenant, Séverine Gauthier le développe en roman à l'École des loisirs. C'est C'était vrai. c'était le chemin inverse. Alors ça, j'étais super contente parce que voilà, je trouvais j'avais été me servir dans leur bibliothèque et là, d'un coup, hop, on faisait le chemin Oh, on fait inverse. l'inverse. Mais j'aimerais bien d'ailleurs qu'on le fasse avec Astrid un jour parce que je pense que ça pourrait faire des petits romans. Voilà, on verra plus tard. Pour le moment, Fabrice est tellement occupé à 100% sur Astrid qu'il n'a pas de temps à consacrer à autre chose. Mais qui sait, peut-être un jour, elle deviendra une héroïne de roman. Sur les spectaculaires, pareil, on est sur le même principe. Alors, Aliénor, même si chaque épisode est autoconclusif, il y a un poil plus de suivi, mais de par l'essence même d'Aliénor, qui est la fille de Merlin, c'est un univers qui est revisité, mais qui est déjà bien existant dans la littérature depuis très longtemps, qui reprend les codes de la fantaisie, forcément. Les spectaculaires, alors là, on voit que les pestaculaires, qui sont la deuxième série. En fait, on a créé d'abord les spectaculaires avec Régis Sautière et Arnaud Poitvin, Oui. qui sont des adultes dans Paris, au 19e. Et puis, un jour, on a reçu un courrier d'un jeune lecteur qui nous disait mais on aimerait bien connaître l'enfance de ces petits héros-là, comment ils se sont rencontrés. Parce que c'est un peu une bande de bras cassés assez drôle, mais il avait envie de savoir comment ils s'étaient rencontrés. Et puis, je montre cette lettre aux auteurs et ils me disent oh, bah, c'est drôle comme question. Et je leur dis bah, chiche, si on On le essayait fait. si on faisait une série pour les plus jeunes, qui serait une entrée dans la série pour les plus grands, et où on va raconter leur enfance. Donc là, on a sorti le premier, L'âge tendre, L'âge bête est sorti, puis L'âge de raison sortira après. Et les auteurs réussissent quand même cet exploit de quasiment sortir du coup 2 albums par an, puisque là, la prochaine parution, on a sorti les deux pestaculaires l'un après l'autre parce que pour montrer que ça allait être une série, mais on va sortir, avant de sortir le prochain pestaculaire, le 7e épisode des spectaculaires. Spectaculaire. Voilà, donc, et puis après, il devrait s'alterner et ça marche très bien, donc on est très content, l'accueil, enfin, tout le monde a compris le principe. Ça n'a pas été une surprise et voilà, c'est une très jolie série, Les Pestaculaires, avec une pagination un peu moindre que la série mère, et puis un format un peu plus petit, voilà, qui s'adresse aux plus jeunes lecteurs.
On a aussi Petit Vampire, qui, tu Alors, me Petit dis, Vampire, il existe depuis très très longtemps dans de très, l'univers de très Joanne longtemps, Spar. mais il y aura de nouvelles aventures là, à venir très bientôt. Tu nous livres une petite primeur ici, là. Alors, les nouvelles aventures de Petit Vampire, bon, je vous dévoile tout ça en avant-première parce qu'ils ne sont pas sortis encore. Ça a été pareil, une nouvelle expérience. Alors là, pour le coup, Johann Sfar avait créé cette série d'abord aux éditions Delcourt, puis après, il y a eu le dessin animé. C'est un univers qui s'est beaucoup développé. Et puis, il a fait son long métrage d'animation à partir d'un scénario original qui en fait est repris dans la série en haut que vous voyez, acte 1, acte 2, acte 3. En fait, ça reprend le scénario du long métrage. Tout a été redessiné et repensé pour être en bande dessinée. Mais ça a amené plein de péripéties différentes, avec forcément un récit extrêmement riche et extrêmement dense. Pour en avoir parlé avec Joanne, je lui ai dit, en fait, Petit Vampire, quand même, on aimerait bien revenir à l'essence même de la série, à savoir la bande d'enfants. Euh, Au niveau des enfants, vraiment que ce soit eux à nouveau qui se réapproprient leurs aventures. Sauf que Joanne, eh ben, comme vous le savez, c'est un auteur extrêmement Prolifique. occupé, prolifique. Il développe énormément, énormément. Et il m'a dit, si on crée une bande pour le faire. Alors, on était tout à fait d'accord. Donc, en fait, Joanne écrit tous les synopsis. On a trouvé un dessinateur qui est 16 Boudbès, et puis on a un petit pôle de scénaristes qui viennent de la jeunesse et de l'animation, qui se sont emparés de l'univers. Donc on fait des grands ateliers d'écriture, c'est très drôle, et on a une coloriste, Clémence Sapin, qui vient mettre tout ça en couleur. Donc les scénaristes, c'est Pauline Pinson, qui a fait Poisson-Fesse, que vous avez peut-être vu en librairie récemment, et puis qui a beaucoup travaillé avec Magali Lehuge, qui chez nous fait les adaptations des romans de Marie Desplechin, Verte, Pomme et Mauve. Laurent Rivelet, qui est aussi scénariste d'animation, et puis Agnès Mathieu-Daudet, dont on connaît On le connaît. travail de romancière à l'École des loisirs. Et donc chacun a écrit un scénario à partir d'un synopsis conçu par Joanne, qui ensuite valide les scénarios et les scénarii, pardon. Et puis voilà, c'est une nouvelle aventure en atelier d'écriture, en bande. Donc ils sont très très drôles. Moi, j'espère, je suis vraiment très contente d'avoir. On avançait un petit peu sur la pointe des pieds en disant est-ce que ça va fonctionner? Et ils ne se connaissaient pas, mais alors ils sont maintenant super proches et ils travaillent ensemble. Donc c'est très très réjouissant de travailler comme ça et on espère que notre enthousiasme sera communicatif et que les lecteurs s'empareront de cette nouvelle série qui reprend évidemment tout ce qu'on aime dans les séries de petits vampires. Petit Vampire. Donc, à venir très prochainement, Très prochainement, oui, 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 c'était oui. une 2025. une C'est grande nouveauté 2025. pour moi aussi. Donc, on vous tient au courant sur les dates de parution. Dans la deuxième façon de travailler, puis je pense qu'il y a quand même un auteur là, qui est assez incontournable. Bon, il y a les traductions. Tu nous parlais de, Ah ben, il y a Ben. c'est ça. Et il y a Ben Aké, donc Zita qui est déjà bien installé, Jack le Téméraire, et donc plus récemment aussi là, Milo et les créatures du Grand Escalier. Donc, Ça a été une vraie rencontre avec Ben. En plus, on a eu une chance dingue, c'est que la première année à Angoulême, le festival l'a invité. Donc, non seulement on lançait cette bande dessinée qui était une des premières du catalogue, mais on rencontrait l'auteur, avec lequel depuis on a noué des relations d'amitié et de confiance mutuelle. Et je pense que pareil, en fait, on a eu beaucoup de chance que Ben nous accorde sa confiance dès le départ, puisque derrière, eh ben, Vera Brosgol et puis d'autres auteurs avec lesquels on a essayé de construire cette même collaboration sur la durée, à savoir quand on identifie et qu'on choisit un auteur dans un catalogue étranger, l'envie, c'est de suivre son travail le plus possible et de le fidéliser au catalogue pour avoir, pareil, ce suivi d'un auteur. Et Ben, c'était vraiment pour nous les premières BD costaudes parce que quand même c'est pour les primo-lecteurs et malgré tout c'est des grosses paginations. Donc oui, au début les libraires étaient un peu déroutés et il a fallu qu'on leur fasse une petite lettre pour leur expliquer que c'était vraiment de la jeunesse parce qu'il y avait quand même plus de 200 pages, sauf qu'il arrive à faire une narration par l'image avec très peu de texte qui est
extrêmement brillante. C'est un exercice à chaque fois. Moi, waouh, quand je vois ça, il raconte des histoires avec peu de texte, mais qui sont tellement visuels et tellement narratifs qu'on rentre dedans euh, la tête la première. Et en plus, on a eu beaucoup de chance parce que Jack le Téméraire a été une des premières bandes dessinées qui a été sélectionnée par l'Éducation nationale pour être sur les listes scolaires. Avant, la bande dessinée n'avait absolument pas sa place dans les listes scolaires. Et Jack a fait partie des premières bandes dessinées à être sélectionnées. Donc, on est rentré à l'école grâce à Ben. Et donc, voilà, bah, Chat Perché, Ah, Attends, c'était on a eu un petit glitch. Oui, voilà. Donc, on a Joriou, d'autres. pareil, hein, on Oui, avait eu les Sœurs 10 et puis on a Chat Perché. Fesserin X, bah, on a parlé tout à l'heure de L'échappée belle et puis plus récemment les garçons sensibles aiment les filles en colère. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des auteurs qu'on a plaisir à suivre et d'avoir leur confiance renouvelée parce que quand on propose de publier, ils sont en droit de dire non. Enfin, toi, oui, pour le coup, ils sont pas mariés avec nous. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fidélise les traducteurs pour que, pareil, leur voix leur voix soit respectée. Les mêmes traducteurs travaillent avec les mêmes auteurs qu'on choisit en fonction de leur fibre littéraire la plus en phase, si possible, avec l'œuvre originale, enfin de ce qu'on perçoit, nous, de l'œuvre originale en tant que français non bilingue. Mais on essaye vraiment de retrouver le sel et la saveur et de travailler comme ça. On apporte un grand, grand soin à la traduction. On y passe beaucoup, beaucoup de temps. C'est un travail d'orfèvrerie, vraiment, à chaque fois pour essayer oui, voilà, de retranscrire l'humeur qu'on sent de l'œuvre originale. et on sent pas du tout, en fait, justement, cette traduction-là. C'est ce qui fait que c'est très bon, d'ailleurs. Euh, pour aller vers, en fait, la troisième façon de travailler et qui est une de vos premières aussi, tu en parlais en tout début de présentation, donc les adaptations. Donc, il y a des adaptations plus grandes là, qui ne viennent pas nécessairement des éditions de l'École des loisirs, mais il y a évidemment tout ce travail-là avec l'École des loisirs. Donc, peux-tu nous parler Ah, déjà un peu ouais. de cette première collaboration là, avec Magali et Marie Desplechin? Ah ben ça, c'était dingue parce qu'en fait, comme dans chaque adaptation, comme pour chaque adaptation, et ben, au départ, moi, j'identifiais un roman dans le catalogue de l'École des loisirs, un roman identifié pour son potentiel à être adapté, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas le cas de tous, loin s'en faut. Euh, et puis après, je contacte d'abord le romancier pour savoir s'il est d'accord pour être adapté parce qu'il a le droit de dire non, hein, forcément. Et puis pour savoir aussi quelle est son envie par rapport à cette future éventuelle collaboration. Est-ce qu'il veut participer au scénario? Est-ce qu'il ne le souhaite pas? Est-ce qu'il veut avoir un regard? Comment il veut que cette collaboration se passe? Il se trouve que Marie Desplechin, c'est la meilleure des autrices à adapter. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'elle dit qu'elle ne voit pas. Elle ne sait pas à quoi ressemblent ces personnages. Elle n'a pas du tout de vision de ce à quoi ressemblent ces personnages. Donc pour elle, c'est un enchantement de voir créer, de voir naître en images les personnages. Si bien que la première fois qu'elle a vu les recherches de Magali sur Verte, elle a dit «Oh mais ils sont trop sympas, je suis tellement contente de voir à quoi ils ressemblent». C'était vraiment une grande découverte. Magali, elle était un peu tétanisée parce qu'elle avait l'impression que s'attaquer à l'œuvre de Marie Desplechin, ça allait être compliqué. Et en fait, elles se sont extrêmement bien entendues. Mais Magali a tourné pendant presque une année autour du roman Verte avant de se lancer. Alors en plus, Verte, c'était compliqué parce que c'était un roman choral où chacun racontait la même histoire de son point de vue et il a fallu tout détricoter pour tout retricoter pour faire un récit linéaire. Ça se sent pas du tout. La plupart des gens disent «Ah, mais c'est dingue, on retrouve complètement Verte». Sauf que si vous vous repenchez sur le roman et que vous prenez ensuite la bande dessinée, vous verrez que la structure narrative est totalement différente, puisque dans Verte, bah voilà, les personnages re-racontent leur version des faits, chacun à leur tour. Et là, Magali a retravaillé sur une structure cohérente. Marie regardait,
suivait. Ensuite, à peaufiner avec Magali, comme on fait une fois qu'on a les storyboards, on travaille ensemble, on fait une lecture à haute voix, tous ensemble, pour voir si les dialogues fonctionnent. Et puis au début, Magali, elle n'osait pas couper dans les textes. Et alors Marie est arrivée avec sa serpette en lui disant, tu m'enlèves ça, tu m'enlèves ça, tu m'enlèves ça, pour que ça puisse faire du langage parlé. Et c'était très, très, très réjouissant. J'espère vraiment, je pense qu'elles recollaboreront ensemble prochainement, parce que c'est vraiment un duo qui fonctionne merveilleusement bien. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de contacter des gens qui pourraient adapter et qui me disent, ah non, 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 on n'adapte que des auteurs morts parce que les auteurs vivants, c'est trop compliqué. Sauf que j'ai de la chance, ça s'est toujours bien passé, sachant que la règle de départ, c'est vous vous rencontrez et à l'issue de cette première rencontre, vous pouvez l'un ou l'autre me dire, je ne souhaite pas travailler sur cette adaptation sans avoir à vous en expliquer. Donc en général, on est jeunes, c'est très sympathique, avec l'éditeur en charge du roman à École des loisirs. Donc on se fait un petit quatuor comme ça. Et puis à l'issue de cette rencontre, les uns comme les autres me disent s'ils souhaitent se lancer dans l'aventure ou pas. Bon, Je ben, dois écoute, dire que jusqu'à présent, personne ne m'a dit je n'y vais pas. personne Mais t'a dit non. Ben, écoute, on va regarder. En fait, je pense que j'ai trois autres diapos dans lesquels on présente justement des adaptations des romans de l'École des loisirs. Donc, alors, si c'est un... Pour c'est Suzy, ça. c'était très Oui, rigolo parce que Suzy m'a dit moi, je ne veux qu'une chose, c'est que la grand-mère soit belle. J'y connais rien à la bande dessinée, mais il n'y a qu'une chose que je veux, c'est que cette grand-mère soit belle. Donc ça, elle a briefé Thomas Bass en lui disant, il faut que la grand-mère soit belle. Et elle est très, très contente du résultat. La guerre de Catherine, c'est une très belle aventure, puisque c'est quand même le Fauve Jeunesse à Angoulême, premier oui. grand prix pour la maison. Euh, et puis c'est l'histoire de la maman de Julia Billet, dont s'est emparée Claire Fauvel. C'est un grand succès, il a été traduit dans beaucoup de pays et ça continue. Et ça, c'était vraiment une très très belle aventure. On le retrouve beaucoup en prescription littéraire aussi, Oui, autant le roman, mais beaucoup la bande dessinée aussi au en Québec. fait, la bande dessinée, alors ce qui est super, c'est qu'on s'est rendu compte que en adaptant les bandes dessinées, la réticence qu'avaient les auteurs au départ de dire mais si vous faites une bande dessinée, les gens ne liront plus les romans, c'est l'inverse. Et chiffre à l'appui, depuis le départ, à chaque fois que les bandes dessinées sont sorties, ça a amené des nouveaux lecteurs vers les romans et inversement. Ceux qui avaient aimé le roman se sont dirigés vers la bande dessinée. Et ça, vraiment, vraiment, c'est chiffre à l'appui. C'est-à-dire que pour la guerre de Catherine, moi, je trouvais que le roman était magnifique, mais très exigeant, plus exigeant du point de vue littéraire. Pas forcément accessible pour les lecteurs les plus farouches, mais grâce à la bande dessinée, ça a ramené plein de lecteurs qui, du coup, n'ont plus eu peur de s'atteler à la lecture de ce magnifique roman de Julia Billet. Donc, ça, c'est vraiment une super surprise quand en plus, ça amène des lecteurs. Alors, le roman était sur les listes de l'éducation nationale, donc et moi, c'est une collégienne qui m'en avait parlé et qui m'avait dit qu'elle avait lu ce roman et elle m'a dit, tu devrais le lire parce que c'est tellement beau comme histoire. Et très vite, en plus, avec cette narration par la photo, ça a donné vraiment un très beau terrain de jeu pour Claire Fauvel qui pouvait raconter plein de pans du roman juste avec les photos. Ça, c'était vraiment une très, très belle idée. Vous avez aussi établi une belle collaboration, en fait, avec Nicolas Pitts, Ah, bah Nicolas Pitts. et c'est voilà qui a assuré la mise en image de Les Vous, de Jusqu'ici tout va bien, et je On a la pense bobine qu'il d'Alfred, Sombre citrouille. c'est Il ça, est il en y en train de a travailler sur d'autres. une nouveauté qui sortira pareil au printemps. Oui, C'est une super collaboration avec Nicolas. Alors Nicolas, il appartient à ce magnifique atelier qui est l'atelier 1000 à Bruxelles, dans lequel j'ai rencontré Thomas Gilbert d'abord, et puis Léonie, et puis Jérémy Royer, Nicolas Pitts, et puis un nouvel auteur qui arrive au catalogue bientôt qui s'appelle Pierre Le Crenier. oui, Retenez ce nom. retenez-le, Retenez ce nom. retenez Euh, ce nom. et c'est vraiment un lieu de création. Alors moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller les voir, mais vraiment, quand je disais que j'avais pas été et j'étais pas éditrice de bande dessinée au départ, ils font partie des gens auprès desquels j'ai vraiment beaucoup appris. Euh, et Nicolas, vraiment sur sa façon de découper, sur sa manière de réinterroger à chaque fois sa technique, euh, la manière dont il intègre la couleur, c'est vraiment un artiste passionnant et avec
avec une palette extrêmement large. Je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre. On a aussi très récemment l'adaptation, bon, on parle de bande dessinée jeunesse. Tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, ça reste quand même très adapté à la jeunesse, peut-être plus pour chez nous au niveau du secondaire. J'aimerais quand même parler un tout petit peu de l'adaptation de Flore Vesco, d'Or et d'Oreiller. Parce que bon, je pense que c'est quand Forcément. même important de mentionner que celle-ci n'est pas une adaptation jeunesse. Donc, on est un peu plus Elle a- dans un c'est- la- public un peu plus averti, je dirais. mais tout à fait, d'ailleurs, on l'a mis en Et ado en très adulte, peu hein, de il n'y avait mots. pas de doute. Mais en fait, le roman est paru en jeunesse. Oui, dans la Le collection roman Médine. Oui. qui est du registre du conte, qui parle énormément de sensualité, mais qui est dans l'évocation sensorielle de la sensualité, qui Mhm. est, moi je trouve, d'un érotisme torride, mais qui est évoqué en fait. On parle de ressenti, on parle de frôlement, de matière, de fluide aussi. Et ce qu'on pouvait dire en littérature et qui s'adressait à la jeunesse sans que ce soit, en tout cas, frontal, une fois qu'il a fallu le mettre en image, eh ben, c'était plus du tout la même chose. C'est Et ça. donc, ce qui est donné, ce qui est évoqué dans le roman, il a fallu le montrer dans la bande dessinée, ce qui fait que de fait, on a des pages érotiques d'une beauté inouïe, mais on ne pouvait plus à ce moment-là le publier en jeunesse. Mais c'était vraiment Moi, quand j'ai lu le roman, je me suis dit, waouh, ça sort en jeunesse déjà. Je me disais, c'est audacieux, mais il n'y avait aucune raison de ne pas le faire, en fait. Je pense que ça s'adresse autant, alors là, c'est vraiment du tout public. En revanche, d'abord, on a une loi sur les publications destinées à la jeunesse et il n'était pas question, parce qu'il y a des scènes de sexualité, enfin, il n'y a pas de doute quant au sujet, et puis de violence aussi, ça fait peur, voilà. On pouvait pas le proposer en jeunesse dans notre catalogue. Je pense que ça n'empêchera absolument pas les lecteurs qui ont aimé le roman d'y aller, mais nous, en tant que prescripteurs, on ne pouvait absolument pas le positionner. Mais c'est la première fois que c'est arrivé, c'était rigolo. C'est que la question s'est posée, on s'est dit, ah ben non, en fait, on ne peut pas édulcorer cette partie-là du roman parce que cette partie charnelle, elle est extrêmement importante et puis elle est même dans la structure même du récit. Mais bon, voilà. Du coup, on l'a fait passer en ado-adulte et Mais ça ça vaut donne une adaptation absolument somptueuse. C'est vraiment magnifique, hein. fabuleuse. Fabuleuse. Écoute, Charlotte, on va passer à la prochaine section, si tu veux bien, mais on va toujours en fait rester dans l'adaptation parce que je pense que ça fait vraiment partie intrinsèque de l'ADN de Rutsev. Et on a pensé, toi et moi, qu'il serait peut-être intéressant d'offrir à nos auditeurs en fait un petit coup d'œil en coulisses et une petite primeur sur l'année à venir. Parce qu'en fait, tout comme moi, vous serez très heureux d'apprendre qu'une œuvre phare, puissante et très marquante de la littérature québécoise des 10 dernières années va paraître en bande dessinée chez Rutsev au cours de l'année 2025. On n'a pas de date précise encore, mais ça s'en vient, c'est en travail. Et justement, pour nous en parler, j'aimerais inviter l'auteur Larry Tremblay, auteur de L'Orangerie, récipiendaire du Prix des libraires du Québec et du Prix littéraire des collégiens, pour ne nommer que ceux-là, ainsi que, comme Charlotte vous le mentionnait, Pierre Lecrenier, auteur de bande dessinée et illustrateur belge francophone, qui va assurer son adaptation en images à se joindre à nous. Bonjour Larry, bonjour Pierre. Bonjour. Larry, on va juste attendre que tu puisses ouvrir ton micro pour t'entendre. Voilà. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Euh, Larry, on va commencer par vous. L'Orangerie est paru pour la première fois en 2013, donc c'est-à-dire presque au même moment de la naissance des éditions Rue de Sèvres. Et en fait, L'Orangerie a connu, on va s'entendre, un succès assez immédiat qui a remporté de nombreux prix à travers la francophonie, qui a été traduit en
Au Euh, moins 12 langues, si c'est non, pas non, ça. non. Là, on est rendu en 22 langues. En 22 langues, Et voilà. la 23e, très bientôt. Voilà. S'en vient. OK, Oui, parfait. Il a aussi fait l'objet d'une adaptation au théâtre. oui. Et évidemment, bon, il est en prescription littéraire là, dans plusieurs écoles secondaires, au collège, à l'université. Dites-moi, plus de 10 ans après son écriture, comment est né ce désir d'adaptation en bande dessinée? Ben, d'abord, ben, vous l'avez dit tout à l'heure, Marlène, j'ai été approché pour le faire au théâtre. Oui. Ce n'était pas mon idée. Et quelques années plus tard, on m'a demandé un livret d'opéra. C'est devenu aussi un opéra qui a été créé il y Oh, a, mon Dieu, ça va si vite, 3 ans maintenant ou 4 ans. Euh, et ce qui fait que ce sont les gens qui m'approchent, me téléphonent et me demandent, on aimerait que vous travailliez sur un projet théâtral ou un projet opératique. Et puis voilà. Et ça devient un film. L'année prochaine, le tournage devrait commencer. Donc là aussi, c'est un producteur qui m'a approché. Pour ce qui est de la bande dessinée, oui. je pense que là, c'est différent. C'est un projet qui est né de mon amitié avec Pierre Lecrenier. Salut Pierre! Salut. Parce que je l'ai rencontré au Festival de la BD à Montréal il y a combien de temps, Pierre? Oh, c'était en 2000. C'était avant Covid, mais Ouais. Et ouais. donc là, je ne le connaissais pas du tout, mais j'ai acheté un en fait, c'était une revue. J'avais beaucoup aimé son travail. C'était une revue, j'ai La revue oublié, dessinée. La, l'actualité en La bande dessinée. la Ouais, revue dessinée, ouais. c'est ça. Et ben voilà, j'ai mémorisé son travail. Et puis, un an plus tard, j'avais un projet de bande dessinée à partir d'une de mes pièces de théâtre. Et j'ai pensé à Pierre. Je l'ai appelé. Et on a travaillé ensemble sur Le garçon au visage disparu, qui était au départ une pièce pour Oh. adolescents, qui a tourné même en France. Ça fait 2 tournées en France et ben, tourné partout, partout au Québec. Et puis, ben voilà, on s'est liés d'amitié. Puis, je ne sais pas comment ça a commencé, Pierre, si c'est toi qui m'as proposé, ou c'est moi, ou c'est nous deux en même temps. Là, j'ai Moi, un je crois trou. qu'à l'époque, du coup, quand tu m'as proposé d'adapter la pièce de théâtre du garçon au visage disparu, j'ai commencé à lire tes autres livres. Ah oui. Et donc, j'ai commencé par l'Orangerie. Et donc, assez vite, j'ai dit, ah, ce serait super en BD, puisqu'on était en train de travailler sur l'autre projet. C'est comme ça, enfin, on en a juste parlé comme ça, mais c'était pas encore. C'est toi après qui ça a cogité, puis tu es revenu vers moi, je pense. Ah, Puis C'est comme une ça que ça ça s'est s'est fois, fait un passé. peu naturellement. Voilà. c'est Ouais. ça. Puis une fois que ce chemin de va-et-vient et que tous les deux, en fait, c'était dans mes questions, comment on fait un choix d'illustrateur, là, dans ce cas-ci, je vois que c'est un projet que vous avez bâti en même temps. Comment Charlotte, par exemple, est arrivée dans le processus? Comment Ruth Sèvres est arrivée comme Ah, ça, c'est l'éditeur? grâce à Tinder. Exactement. Non. Enfin, Pierre pourra peut-être le raconter ou Charlotte parce que. Je peux peut-être raconter comment ça s'est passé, Ouais. parce que c'était très rigolo. En fait, ce que je vous racontais, c'est que Pierre donc, appartient à l'atelier 1000, qui est donc un petit peu ma résidence secondaire à Bruxelles. Et je travaillais avec Nicolas à ce moment-là. Ben, je pense que c'était sur peut-être jusqu'ici tout va bien. Et on avait un rendez-vous de travail à l'atelier. Et puis, curieusement, je venais très régulièrement à l'atelier et je n'avais jamais rencontré Pierre. En revanche, je voyais ces images affichées sur le mur au-dessus de son bureau et je disais à Nicolas, mais c'est vraiment super ce qu'il fait. C'est drôle quand même que je ne l'ai jamais rencontré, alors que je connaissais tous les autres et puis depuis longtemps. Mais nos chemins ne s'étaient jamais croisés. Et puis, eh ben, j'imagine que Nicolas a parlé de cette conversation à Pierre et assez rapidement, quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail de Pierre qui me disait, bah, écoutez, voilà, moi j'ai un projet en cours, un dossier qu'on va présenter à plusieurs éditeurs. Alors en plus, un dossier accompagné de toutes les couvertures des traductions du roman, auréolé de ses nombreux prix, et puis avec quelques planches qui m'ont immédiatement séduite. Et j'ai dit à Pierre, mais est-ce qu'on peut se rencontrer? Alors il me dit, bah, Larry vit à Montréal, mais il est à Paris en ce moment, et il se trouve que on s'est rencontrés. Il y a un moment où nos trois chemins se sont croisés à Paris, place de Clichy. On avait
une heure pour se rencontrer. On s'est vus tous les trois dans ce café. Rien n'était fait, rien n'était signé, mais voilà, là, c'est la magie de Tinder, on peut le dire. On s'est vus, on Mhm. s'est plus. Et puis assez vite, je leur ai dit, écoutez, moi, ça m'intéresse vraiment de développer ce projet. Ils ont réfléchi, et là, je ne peux pas parler à leur place. Ce qui fait qu'ils ont décidé de le faire chez Rutsev. C'est leur secret, ça leur appartient. S'ils veulent nous le révéler, je suis toute oui. Mais il n'y a pas de secret, Charlotte. On était très heureux de notre première rencontre. Ça a cliqué, comme on dit, tu vois. Ouais. Vraiment, c'était... ben, on a senti des atomes crochus tout de suite. Mhm. Voilà. Puis Il n'y avait pas dites-moi, beaucoup de tergiversation. Dites-moi, je suis quand même assez curieuse. Larry, bon, moi, comme vous voyez, on a eu accès, en fait, autant aux premières esquisses qu'aux toutes premières pages de la bande dessinée. Donc, elle n'est même pas terminée, si je ne m'abuse, Pierre. Elle est encore Mhm. en cours d'écriture. Dis-moi, Pierre, comment on adapte en fait un tel roman? Puisque là, on a déjà même aussi peu de mots. Comment as-tu travaillé les mots de Larry pour en arriver à ces illustrations? Mais déjà, moi, je trouve que enfin, dans le cas de cet album-ci, avec Larry, moi, je trouve que c'est plus une enfin, c'est pas comme juste une adaptation. On me donnerait un livre, puis je l'adapte. On discute beaucoup en amont avec Larry. Euh, je sais pas. Déjà, Larry aussi, tu me disais souvent, comme on parlait d'une autre autrice tout à l'heure, que tu ne voyais pas tes personnages, que tu les entendais, mais tu les voyais pas. Donc, Mhm. quand il me demandait, mais comment tu les vois? Enfin, voilà, on s'était vu pas mal déjà pour l'autre bouquin. Donc, sur la fin du garçon, je pense qu'on commençait déjà à discuter un peu de l'orangerie. Et voilà, donc ça a mûri petit à petit. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai fait un premier, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas vraiment un scénario, c'est un défilé, enfin, soit une série d'actions et d'éléments qui devaient se retrouver dans l'histoire. Et j'ai enlevé ce qui, moi, me semblait moins BD et j'ai rajouté certains éléments qui me semblaient plus BD. Et puis à partir de là, avec Larry, on a discuté. Il m'a dit, ah non, non, il manque ça. Ou alors ça, c'est pas nécessaire, et ainsi de suite. Et on a fait beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup discuté. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, parce que je dirais jusqu'en mai de l'année passée, on a encore changé avec Charlotte euh, des éléments, mais plutôt la chronologie des actions. Donc ça a vraiment beaucoup bougé au cours du projet. Et c'est vraiment une question d'échange et on revisite souvent ce qu'on a dit. On se dit, bon, ah, finalement, il faudrait que ce soit plus chaud ici, plus froid entre les cases, au niveau des couleurs. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une co-construction, quoi, Une cet album. co-construction. Voilà. Ça, Puis, je confirme que Pierre et Larry sont complètement co-auteurs sur cette création et je suis contente que Pierre raconte la manière dont il travaille parce que vraiment, souvent, on peut penser que adapter, c'est facile parce qu'il y a un récit au départ, mais c'est vraiment, vraiment à chaque fois une recréation totale et qui donne naissance à une œuvre totale qui est une autre version des mêmes faits, peut-être, mais Mhm. qui est une création totale. C'est jamais adapté exactement à la virgule près. C'est pas du tout un plaquage d'un texte mis en image. C'est vraiment une autre manière de raconter par l'image toute l'émotion, le bruit est mis dans l'image, les actions. On re-raconte, mais c'est une recréation totale. Et Oui. j'avais peut-être un petit Excuse-moi, Pierre, truc. mais ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans le cheminement, c'est le fait que, ayant fait le livret d'opéra, un livret d'opéra, c'est très peu de mots, en fait, parce qu'il faut laisser la place à la musique le plus possible, et parce que c'est sa musique qui donne l'émotion. Fait qu'avec la BD, c'est un peu, il y a un parallèle à établir avec la BD aussi. Donc, Mhm. j'avais dit à Pierre que le livret, ça serait une bonne base pour commencer à imaginer, parce que c'est l'essentiel de l'histoire en peu de mots, le livret d'opéra, beaucoup plus que la pièce de théâtre, qui, elle, parce qu'au théâtre, on parle beaucoup, mais à Mhm. l'opéra, on entend beaucoup.
Alors, comme Pierre a dit, moi, je ne la vois pas, mais j'entends. Et donc, ce qui fait que ça a été une base précieuse pour installer une action, l'essentiel de l'action du roman. Mais évidemment, Pierre, il fallait qu'il trouve l'enchaînement du visuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit voir ou qu'est-ce qui est mieux de voir plutôt que ceci ou que cela. Parce que ça c'est l'œil. Voilà. Mhm. Oui, Écoutez, Pierre, tu disais. oui, Oui, après, ben, j'allais dire la même un chose, dernier mais mot. et que en fait, c'était souvent, je croisais beaucoup le roman. C'est marrant parce que en repensant à l'histoire et en lisant le livret de l'opéra, je ne me rendais pas compte, j'arrivais plus à replacer le déroulé du roman. Parce que donc les actions n'étaient pas racontées de la même manière, il y avait beaucoup de flashbacks et des choses comme ça. Mais en fait, on n'y pense pas, ça paraît hyper fluide. Puis quand on commence à dessiner, en fait, on se rend compte que bah, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut changer. Il faut pas que ça se voit. Non, il faut qu'on ait l'impression que c'est simplement la version BD. Mais pour que ça paraisse naturel, en fait, on est obligé d'ajouter ou de retirer des éléments et surtout l'ordre des séquences. Ça c'est fort différent par rapport au roman, en fait. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé ça avec nous. C'est vraiment une très, très belle primeur. On va surveiller ça de très, très près. On a eu de très beaux commentaires là, déjà dans le chat. Je pense que notre public a vraiment très hâte. Donc, on vous laisse retourner au travail, puis on va surveiller la sortie de l'Orangerie en BD là, pour 2025. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Merci, à vous Marlène. et Au à très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut, Charlotte. Salut! Donc, finalement, votre présentation tire un tout petit peu à sa fin. Il nous reste une toute dernière partie à cette masterclass, donc un dernier invité. Puis, je vous propose donc de terminer avec une toute petite incursion du côté des mangas, qui est quand même une nouveauté chez Rutsev avec la nouvelle collection Le Renard Doré. Et justement, j'ai un invité bien spécial qui a quand même joyeusement accepté de venir partager sa passion avec nous. Donc, bonjour Michael. Je vais peut-être juste te présenter un tout petit peu. Donc, Michael, pour le public québécois, c'est important de mentionner que tu es auteur des Mémoires de la forêt publiées à l'École Les Loisirs. Tu es aussi propriétaire de la librairie Le Renard Doré, qui est spécialisée en manga et en culture japonaise. Et bien sûr, tu es aussi éditeur de la collection de mangas chez Rutsev, qui porte le même nom que ta librairie, donc Le Renard Doré. Je vais te céder en fait la parole sur cette nouvelle collection. Dis-nous un peu en quoi elle consiste, cette collection de mangas. Eh bien, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Le Renard Doré, c'est une histoire, c'est une très belle histoire puisque c'est une rencontre au moment où il y avait une réflexion du côté de Rue de Sèvres pour avoir une collection manga, mais une collection manga jeunesse. Et puis moi, j'arrivais avec ma série Mémoire de la forêt chez l'École des loisirs. Et puis qu'on se rend compte, comme ça, on discute dans les couloirs et on se rend compte qu'on a des intérêts et des passions communes. Et c'est la passion des histoires. Et le manga, la collection Renard Doré, c'est une collection qui est spécialisée pour la jeunesse. On parle de 6 ans jusqu'à 18 ans, avec des œuvres qui seront très chouettes pour démarrer, avec des œuvres comme celle qu'on peut voir tout en bas sur la diapositive, qui est Ma mamie adorée. Ensuite, des œuvres pour confirmer les jeunes lecteurs de 9 et plus. On a Le Voyage d'Urselune, qui est juste ici, qui a une très belle domination chez vous. Et on a aussi La forêt magique de Hoshigara pour les adolescents. Donc le but de cette collection, c'était à la fois de proposer des mangas jeunesse, mais en ayant à cœur, donc c'est de la traduction, essentiellement de la traduction d'auteurs et d'autrices japonais. Alors là, on a que des autrices, on a eu un line-up qui a démarré, on a eu que des autrices pour ce premier lancement. Elle a démarré le 24 avril 2024 en France, donc c'est tout nouveau, vous avez dû les avoir un petit peu après. Ça a débuté, c'est ça, au printemps pour nous aussi. Voilà, c'est une collection qui a pour vocation d'avoir, on va dire, en tout, entre les nouvelles séries, les suites et les one-shots, ces œuvres uniques, une
quinzaine de publications par an pour s'intégrer dans ce grand catalogue qui est celui de Rue de Sèvres. Et c'est une collection de mangas, mais qui est un petit peu atypique. On va dire que la sélection est une sélection qui est vraiment différente de celle de nos confrères éditeurs de mangas. Je peux vous en parler, mais c'est vrai que le choix et les curseurs ne sont pas du tout les mêmes. Ben, c'est ça, justement. Je pense que c'est là où c'est intéressant, la collection Le Renard de Ré. On sent tout de suite qu'il y a une orientation particulière de la collection. Comment choisir? D'abord, quelle est cette orientation-là et comment vous choisissez les œuvres qui vont être publiées sous le label Renard de Ré? Alors pour vous parler de cette collection, il faut aussi vous parler de la publication des mangas en général. Au Japon, les mangas, peut-être que vous le savez déjà, mais sont prépubliés dans des magazines, et c'est ce magazine qui donne l'orientation du livre. Il y a des magazines adolescents, des magazines pour les enfants, des magazines pour les adultes. On parle de shonen, de shoujo, de seinen, qui sont des termes japonais pour classifier ces titres-là. Et comment ça se passe en général? C'est-à-dire que lorsque les éditeurs du monde entier suivent ces magazines et ces séries en cours, et lorsqu'ils voient quelque chose qui leur plaît, eh bien, il y a tout de suite un système d'enchères. C'est vraiment, on est devenus des spectateurs privilégiés de l'activité du manga au Japon. On est là à regarder toutes ces des belles œuvres qui sortent. Et donc, il y a ce système d'enchères, qui est un système très rapide, où il faut prendre des décisions très rapidement, parce que les éditeurs français ont envie d'être les premiers à avoir ce titre qui fait succès au Japon. Eh bien, pas nous. Nous, de notre côté, en fait, nous suivons évidemment les parutions, mais nous sommes à la recherche de pépites un petit peu oubliées. Nous ne sommes pas à la recherche de nouveautés, nous ne sommes pas à la recherche de rapidité, de succès commerciaux, même si, bien sûr, nous sommes éditeurs, donc nous voulons des livres qui touchent leur public, mais nous allons chercher des livres avec des caractères qui sont des caractères qui, je pense, peuvent se retrouver à la fois chez Rue de Sèvres, les mêmes critères dont vous a parlé Charlotte pendant toute cette présentation, et chez l'École des loisirs, puisque nous publions pour la jeunesse. Donc pour moi, j'ai 3 caractères qui font que une histoire, je pense, en tout cas une narration va retenir mon attention. On va parler en termes de texte, d'histoire. C'est premièrement, heu, la transgénérationnalité. Je suis, heu, je pense que si aujourd'hui il y a des titres, en tout cas chez Rue de Sèvres, parce que ça fait déjà depuis 2013 et chez l'École des loisirs, qui ont encore traversé les générations, qui ont été lus, qui passent de main en main dans la famille, des parents aux enfants, aux grands frères, aux grandes sœurs, parce que je pense que, il faut qu'on puisse, qu'un bon livre peut être, lu par toutes les membres de la famille. Je pense que lorsqu'on accompagne un enfant dans la lecture, c'est chouette qu'on ne s'ennuie pas non plus. Je pense que les parents peuvent, aussi prendre du plaisir. Ensuite, pour moi, il y a un caractère universel. On va parler des histoires qui peuvent séduire tout le monde et de partout, partout ailleurs. Et on voit bien, là, vous êtes à l'autre bout, du monde et pourtant, nos histoires vous ont touché aussi. Et enfin, je pense que c'est l'intemporalité. Je pense que c'est des livres qui ne vieillissent pas, des histoires qui, on va le voir, Ma mamie adorée, par exemple, c'est une histoire qui se déroule, en tout cas en termes de narration, dans les années 70-80, et pourtant c'est une histoire qui n'a pas pris une ride et qui aujourd'hui, avec, ce duo très attachant, vient nous raconter quelque chose qui est très actuel, qui est l'attachement, à nos aînés et ce qu'ils nous transmettent. C'est une histoire de transmission. Et à côté de cette histoire, il y a le graphisme. On est à la recherche Là, on est à la recherche de plumes en littérature, nous sommes à la recherche, il y a une véritable recherche graphique. Il faut qu'il y ait un coup de cœur, qu'il se passe quelque chose. Alors, on est loin des codes de la littérature shonen, qu'on pourrait appeler dans les grands magazines, ou parce que le manga, il faut qu'on se l'avoue tous, c'est une littérature très codifiée, avec des scènes qui s'enchaînent très vite, beaucoup d'action, etc. Quand on ouvre un manga Renard Doré, si ce n'est La forêt magique de Hoshigara, qui est notre titre, qui peut-être se rapproche le plus des publications de nos confrères, les autres, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir parce qu'ils sont piochés, vraiment, dans tous les magazines possibles. C'est-à-dire que nous, cette classification japonaise dont je vous parlais tout à l'heure, on s'en débarrasse tout de suite. On est à la recherche du coup de cœur d'histoire, un coup de cœur graphique, et on va essayer de regarder dans quelle catégorie française on peut l'adapter, puisque nous, on est vraiment
il nous faut de la jeunesse. On est très exigeant sur le fait qu'il faut que ce soit des œuvres de jeunesse. Donc il y a des critères qu'on va regarder qui sont la violence, est-ce qu'elle est justifiée, est-ce qu'elle apporte quelque chose au récit ou est-ce que c'est complètement gratuit. On fait attention à la nudité, on fait attention à toutes ces notions qui pour nous font une œuvre de jeunesse, comme le disait Charlotte, on est encadré par la loi, et à la fois par notre envie de raconter de belles histoires. Donc c'est un peu comme ça qu'on cherche, et nous sommes deux. J'ai un compère dans ma recherche, comme Ursulune, pour arriver au bout d'une quête, on est mieux à deux. Moi, je suis conseiller éditorial et je travaille avec Rémi Enguiltera, qui est français, et qui, lui, est directeur de collection, et qui a une autre casquette qui est tout aussi intéressante, puisqu'il est professeur des écoles en France. Et dis-moi, peut-être pour terminer un peu cette présentation, est-ce que dans les nouveautés là, qui sont parues depuis avril, selon toi, par lequel il faudrait commencer dans la collection Le Renard Doré, lequel serait sans doute le plus représentatif de ce que vous cherchez à faire? Ah, en tant que libraire, c'est vrai que c'est souvent la D'accord. question par lequel commencer, Oui, quel manga lire quand je n'en ai jamais lu? Peut-être que je conseillerais un de nos one shot parce que je pense que lorsqu'on démarre, quelque chose ou en tout cas un genre littéraire comme le manga qui peut faire peur, eh bien, je pense qu'une série en tome unique, ça peut être plus accessible. Moi, je conseille vraiment Le Voyage d'Ursulune. Le Voyage d'Ursulune, c'était mon grand coup de cœur, à l'ouverture de cette collection, puisque tout d'abord, c'est une fable animalière et en tant qu'écrivain d'une fable animalière, j'avoue que je suis particulièrement touché par les histoires, d'animaux qui viennent nous parler d'humanité. Mais attention parce que cette fable animalière, Le Voyage d'Ursule, est une véritable fable animalière, si ce n'est qu'ils sont doués de paroles, mais ce sont vraiment des animaux avec des comportements animaliers. C'est une histoire magnifique qui est une histoire d'entraide puisqu'on est on est dans la forêt du Japon et on a cet ours qui est à la recherche de ses semblables. Il est le seul ours de sa forêt et il va recevoir l'aide inespérée d'une corneille qui va un jour se poser sur son dos, sur son pelage et lui dire que ben, il est capable de l'aider dans cette recherche. Cette corneille, on l'apprendra au fil du récit, a ses propres raisons d'aider notre ours, qui s'appelle Ourselune tout simplement parce qu'on peut le voir sur l'image. Il a une sorte dans son pelage de petite lune qui est dessinée juste ici en pelage. C'est du blanc dans son pelage en fait. Et c'est une quête d'entraide et c'est une quête magnifique puisque à la fois on est dans le sentiment animalier, on va s'intéresser à leurs besoins primaires, qui est le fait de se nourrir, d'avancer ensemble, de retrouver ses semblables. Mais à la fois c'est une jolie critique puisque les humains sont là, mais juste pour montrer qu'ils sont en train de s'améliorer. Il y a quelques messages écologiques pour parler de la forêt et de la disparition des ours aussi. Et c'est une histoire qui, d'un point de vue émotionnel, nous laisse sur le carreau puisque on avance tranquillement à travers des tranches quotidiennes de leur vie à tous les deux. Et puis, sans s'en rendre compte, à la fin, on est cueilli par une émotion très très forte puisque c'est une histoire à twist. Et moi aussi, j'adore les histoires à suspense. Il y a un petit twist à la fin du récit qui fait que notre cœur est en mille morceaux. Donc, je pense que pour une personne qui n'a jamais lu et qui aura envie de découvrir le manga, c'est une œuvre de 9 à 99 ans qui est très touchante et graphiquement qui se laisse aborder avec beaucoup de plaisir. mais écoute, merci beaucoup, Michael, de nous avoir fait cette présentation. Je pense que les libraires, les bibliothécaires du Québec j'espère qu'ils vont se lancer dans cette aventure du renard doré. Charlotte, merci beaucoup. C'est Ben, merci encore pour cette déjà, invitation. déjà la fin. Est-ce que tu as un dernier petit mot que tu aimerais en fait nous adresser sur Rue de Sèvres? Eh bien, lisez des livres et vive la bande dessinée. Donc, écoutez, c'est sur ces belles paroles, lisez des livres et vive la bande dessinée qu'on va se laisser. Comme d'habitude, en fait, vous le savez, dans nos présentations, vous allez recevoir la captation et la bibliographie complète. Je vais vous présenter même dans la bibliographie, pardon, des titres qui n'auront pas été présentés aujourd'hui, mais qui font partie du catalogue Jeunesse Rue de Sèvres. Et bon, on se retrouve en 2025 pour de belles surprises chez Rutsev. Merci Charlotte, merci Michael Merci, et merci à tous, hein, merci à vous. puis merci à tous les participants parce que alors je lisais
le chat pendant les interventions et vraiment cet enthousiasme est extrêmement réjouissant. Ça fait très, très plaisir. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite Merci. une belle journée.